Bonjour à tous, merci de votre présence. Je suis Eric Fleurival de la société Hub Conseil. On est un cabinet qui travaillons avec les TPE, PME. On est à peu près 25 personnes, 25 à 30 personnes. On a une particularité au sein du cabinet, c'est qu'on est principalement tous des anciens dirigeants d'entreprise ou des anciennes DRH. On a moins le profil du consultant, j'allais dire pur et dur. Alors ça a des avantages et des inconvénients, pardon, merci. Ça a des avantages et des inconvénients. Je pense que dans les avantages, c'est qu'on est un peu plus pragmatique et qu'on est amené à travailler avec des dirigeants d'entreprise qui ont des problématiques très, très concrètes. On travaille sur 3 sujets principaux, 3 blocs. Le premier sont les ressources humaines. Concrètement, je suis dirigeant d'entreprise. Je prends un exemple très concret. Là, je travaille avec un chauffagiste climaticien. J'ai une dizaine de salariés et mes problématiques au niveau organisation RH, c'est de savoir qui fait quoi, de mieux m'organiser, d'éviter de perdre du temps, de gagner en productivité et puis de faire en sorte que au niveau, par exemple, du SAV, on soit mieux organisé. Donc, on va travailler avec eux sur la formalisation des besoins, sur la rédaction d'un cahier des charges et puis les aider à trouver des solutions. Donc solutions, on parle d'outils numériques, ça va être mon propos juste après. Donc leur trouver des solutions où ils vont pouvoir mettre en place, par exemple des applications sur des smartphones, sur des tablettes, etc. L'objectif étant de gagner du temps, comme je disais, et puis aussi de faciliter la vie finalement aux techniciens, puisque les deux sont étroitement liés. À savoir, j'ai des docs techniques, des schémas mécaniques, électriques sur ma tablette ou sur mon téléphone. Donc ça me permet moi aussi de me faciliter la vie. C'est ça l'idée. Deuxième bloc, je vais être assez rapide là-dessus. Le deuxième bloc, donc c'est RSE et transition écologique. Là aussi, c'est une demande qui est de plus en plus forte. Alors dans le milieu de l'industrie, évidemment. Dans le milieu également du BTP, pour ce qui me concerne, je travaille vraiment sur les 2 secteurs d'activité, donc sur le BTP et sur l'industrie. Et clairement, par exemple, sur la partie BTP, il y a une demande forte de la part aussi de vous, comme moi, c'est-à-dire les futurs acheteurs de logements. On est de plus en plus exigeants avec ces entreprises-là pour qu'elles soient vertueuses. Donc on a besoin, quand on est chef d'entreprise, aussi de travailler sur ce domaine-là. Et également par rapport aux donneurs d'ordre public. Aujourd'hui, de plus en plus, par exemple, les collectivités locales et territoriales demandent à ce qu'on soit, par exemple, certifié et qu'on puisse prouver qu'on a une démarche transition écologique et RSE. Et puis, troisième sujet, donc, c'est les transitions numériques. C'est ce que je vais évoquer tout de suite après, en partageant avec vous quelques exemples, des cas clients, des clients que j'ai accompagnés, où on a mis en place des solutions pour les équipes de maintenance, et on va voir comment ils ont digéré tout ça. Alors juste un rappel, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites depuis ce matin sur le sujet RSE, donc je me suis dit je ne vais pas reprendre toutes les diapos, et j'en ai enlevé un certain nombre, mais juste pour reposer le sujet. Aujourd'hui, dans tous les cas, il y a un besoin en termes de maintenance et un besoin en termes de durabilité des équipements. Pourquoi ? Parce que, quoi qu'il arrive, on n'a pas aujourd'hui la capacité de recycler tout ce qu'on produit en termes de déchets. Donc évidemment, il faut trouver des solutions. Et dans ces solutions, il y a notamment comment je conçois les produits, et 2, comment je fais évidemment pour les faire durer. Donc c'est ce que j'évoque ici. Donc c'est comment finalement j'allonge la durée de vie des produits que je fabrique. Donc si je suis fabricant, finalement... je vais faire des produits éco-conçus, plus robustes, plus facilement réparables. Aujourd'hui, je pense que vous l'avez tous vu, on parle d'indice de réparabilité. C'est un sujet important. Ça permet aussi, d'un point de vue marketing, de se mettre en avant en disant nous, on a une démarche dans ce sens-là et on conçoit des produits qu'on peut effectivement maintenir et réparer. Et puis, il y a aussi le défi pour les consommateurs. Ça rejoint le débat, ou en tout cas les échanges qu'on a eu ce matin, en se disant, moi, je préfère payer un petit peu plus cher pour un produit que je vais conserver plus longtemps. Après, il y aurait aussi des débats plus philosophiques de se dire qu'il y a des gens qui achètent, qui consomment pour diminuer leur anxiété, par exemple, ou pour se faire plaisir. Donc, ils vont acheter des produits pas chers. Et c'est aussi ce qui peut alimenter, finalement, cette pompe à fabriquer des produits qui sont jetables. C'est, je pense, une des difficultés qu'on peut rencontrer.
Le principe que je voulais évoquer avec vous en ce qui concerne le numérique, c'est de dire, par rapport à l'expérience que j'ai, comme Karim, j'ai quelques cheveux gris, donc j'ai fait pas mal de choses déjà, et j'ai eu pas mal d'expériences diverses et variées. Et il y a une dimension numérique intéressante à se dire, bon, aujourd'hui, c'est pas le numérique pour mettre du numérique, mais ça peut être un plus, mettre des outils numériques à disposition des équipes de maintenance, et on l'a fait, et ça leur a permis, encore une fois, de gagner du temps. C'est là où on a finalement aussi cette notion de RSE, c'est-à-dire de gagner aussi en qualité de vie au travail, d'éviter de se déplacer si c'est pas indispensable, et notamment réduire évidemment les interventions inutiles. J'ai un premier exemple que je souhaite partager avec vous, c'est l'exemple de Rolls-Royce. Rolls-Royce, donc j'ai eu le plaisir d'animer une formation sur le cloud chez eux. Donc ce sont des gens qui fabriquent, alors on connaît les voitures de luxe, mais ce sont des gens qui fabriquent des moteurs d'avion aussi, pour ceux qui je pense que beaucoup d'entre vous le savent déjà. Et une des problématiques qu'ils rencontraient, c'était finalement la partie maintenance. Aujourd'hui, je brasse beaucoup de papier, il y a du PDF, je travaille avec des prestataires dans un certain écosystème, et j'ai des difficultés pour gérer tout ça. Donc, l'idée, ça a été de dire comment je peux automatiser déjà, finalement, la maintenance des moteurs, avoir un certain nombre d'éléments d'information qui vont me permettre déjà de diminuer mes coûts de maintenance, sachant qu'un des sujets commerciaux qui a été mis en avant là par Rolls-Royce, ça a été de dire finalement ce qu'on va proposer, plutôt que de vendre des moteurs. Alors autant on a des clients qui achètent nos moteurs parce qu'ils ont la capacité de les acheter, et d'autres qui sont de plus petites compagnies aériennes, par exemple, qui n'ont pas cette possibilité-là, qui vont dire, on en revient au sujet usage, qui vont dire, moi je ne peux pas vous acheter un moteur, par contre je veux X heures, 10 heures, 50 heures, 500 heures de vol, et ça, vous vous débrouillez comme vous voulez. Moi je paye un prix par heure de vol, et puis pour le reste, c'est à vous de vous débrouiller. Ça veut dire que concrètement, Rolls-Royce va faire en sorte que, évidemment, ses coûts de maintenance soient les plus bas possibles, puisque c'est comme ça qu'ils vont dégager de la marge. Il y a aussi l'analyse concernant la consommation de carburant, l'éco-conduite. Là aussi, je mets des capteurs au niveau des moteurs, et puis je vois comment ça se comporte tout ça, et comment je peux faire en sorte de diminuer ma consommation de carburant. Donc il y a eu ce type de solution qui a été mise en place. Solution au niveau technique, c'est un service Azure, de Microsoft Azure, donc c'est des services cloud. Donc c'est un service qui est dédié à la collecte de données, donc c'est des collectes en milliers ou millions d'unités. Et ensuite, une fois qu'on a collecté toutes ces données-là, évidemment, il faut en faire quelque chose. Donc c'est un outil qui va me permettre de valoriser les données qu'on a collectées, et puis de pouvoir finalement prendre des décisions. L'IA, on vient d'en parler assez longuement, donc là aussi, ça peut être un outil intéressant pour notamment limiter l'empreinte carbone. Et je voulais juste évoquer le sujet jumeaux numériques, parce que je parlais de cloud tout à l'heure, et j'ai travaillé aussi sur un projet avec un certain nombre d'entreprises qui ont mis en place donc un data center du côté de Marseille, et qui ont travaillé avec un jumeau numérique en amont. Alors c'est pas tant au niveau de la maintenance, mais plus pour diminuer la consommation d'électricité, en se disant comment je peux architecturer finalement mon data center, comment je peux le construire pour faire en sorte qu'il y ait une circulation d'air optimisée, pour que je ne sois pas obligé d'avoir des climatiseurs de fou qui consomment beaucoup d'énergie. Donc, bref, comment je peux faire pour diminuer mon empreinte carbone? Et ils ont travaillé de cette manière-là. Donc, ils ont fait un jumeau numérique, et ça leur a permis de concevoir un data center avec, effectivement, encore une fois, une circulation d'air optimisée, et puis diminuer leur consommation électrique, puisqu'on sait que les data centers sont quand même des gros consommateurs d'énergie. Je voulais partager avec vous un cas client, donc c'est un acteur dans la chimie du côté de Lyon. Donc on a travaillé sur un projet, l'objectif c'était de dire, moi j'ai une équipe de maintenance qui fait des rondes techniques tous les jours. C'est un site assez important d'un point de vue taille. Et donc l'idée ça a été de dire, on voudrait les équiper d'une tablette pour qu'ils aient la possibilité d'accéder à toutes les informations dont ils ont besoin sur les équipements,
avec des schémas électriques, mécaniques, accéder à la doc technique de l'équipement, avoir aussi accès à des informations du type la température de tel ou tel équipement, la vibration, la pression, pouvoir collecter toutes ces données-là sur une tablette qui elle-même est reliée finalement au système central, à la personne qui est en charge de la maintenance, qui va dire, voilà, moi je collecte un certain nombre d'informations et je peux déclencher des opérations de maintenance pour, là aussi, optimiser finalement mon outil de production. Alors pourquoi je voulais partager avec vous cet exemple-là, c'est parce que on a travaillé à deux avec un de mes collègues qui lui travaille sur la partie technique. On a impliqué très en amont les techniciens dans ce projet-là. C'est-à-dire qu'on ne leur a pas imposé une solution avec voilà ta tablette, ton application mobile et puis tu te débrouilles avec. Donc on les a impliqués bien en amont. On a même fait faire des tests par les techniciens de la tablette en elle-même. Parce que pour un financier, une tablette qui pèse 1,5 kg ou 2 kg, ça ne lui parle pas beaucoup. Pour un technicien qui doit se la trimballer du matin au soir et monter sur des tours et monter des escaliers, descendre, etc. Donc ça pèse beaucoup plus. Donc on a fait le test. Et même moi, j'avais une tablette avec une bandoulière. Je me suis rendu compte très très vite que ça pèse beaucoup. Et qu'on est donc ensuite allé voir les financiers en leur disant faut trouver une autre solution. Même si vous avez déjà fait ce choix-là, donc quand vous avez fait un choix financier, on leur a dit c'est juste pas possible. Donc on est dans cette notion de qualité de vie au travail où le numérique, finalement, c'est une aide, mais c'est une aide pour les équipes. Et donc les équipes, l'humain, on en revient toujours au même sujet, mais c'est important d'insister là-dessus. L'humain, évidemment, est au cœur du système. C'est-à-dire que de toute façon, s'ils n'avaient pas adopté, s'ils n'avaient pas été impliqués au départ, il y aurait eu un rejet complet. Concrètement, c'est une solution où les financiers avaient prévu d'acheter à peu près une quarantaine, cinquantaine de tablettes. Ils auraient reçu la tablette, ils auraient dit « Ok, voilà, on a quelque chose dans les mains, et puis on va la laisser dans un tiroir parce qu'on va bien trouver une excuse pour ne pas l'utiliser. » Et ça, des expériences comme ça, on en a vu beaucoup. Donc là, on a vraiment impliqué les techs en amont. Alors évidemment, il y a des réticences au départ, c'est-à-dire qu'ils vont nous dire « Ouais, mais qu'est-ce que tu nous emmerdes avec ton truc moi, je mets la main sur l'équipement, je sais qu'il va tomber en panne dans X temps et je connais le problème qu'il y aura, ou même à l'oreille. » C'est ce qu'ils nous ont dit. Donc moi, ta tablette, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Et donc on leur a fait tester. Ils se sont rendus compte que finalement, ça peut être un outil intéressant et ça peut leur donner quand même pas mal d'informations. Voilà, donc on les a vraiment impliqués en amont et je voulais partager ça avec vous. Un autre cas client un peu plus particulier, donc c'est une entreprise qui se trouve au Congo-Brazzaville. Donc j'ai eu l'occasion de travailler avec eux pendant 10 ans sur plusieurs projets de traçabilité de production, traçabilité de la maintenance. Donc c'est une entreprise forestière. Et eux, ils avaient deux problématiques. Et je voulais rebondir aussi pour la partie maintenance. Première problématique, c'est de dire, aujourd'hui, moi, si j'ai un engin forestier au fin fond de la forêt dans un chantier, s'il tombe en panne, je mets à peu près 2 ou 3 jours pour avoir ce qu'il faut, pour le dépanner, pour remettre en route la production. Donc évidemment, il faut avoir pour eux des pièces détachées, il faut avoir des équipes de maintenance, des gens qui aient la capacité de directement ou très rapidement dépanner. Après, il y a aussi eu de leur côté des études qui ont été faites en se disant, bon, ce qu'on va faire, on va avoir de plus en plus aussi des engins de chantier connectés, où je vais avoir la possibilité de superviser à distance. Alors ça, là aussi, c'est limite. Ça permet d'avoir un certain nombre d'informations sur le nombre d'heures d'utilisation, par exemple, mais ça s'arrête là. Donc, là où je veux en venir avec cette expérience-là, c'est que pour une entreprise de ce type-là, justement, on en revient aux fondamentaux, qui est de dire, là, les équipes de maintenance sont vraiment complètement fondamentales parce que se faire approvisionner une pièce détachée, ça prend beaucoup de temps. Par bateau, c'est à peu près 2 mois. Par avion, c'est à peu près 3 semaines avec le dédouanement, etc. Donc, évidemment, il faut trouver des solutions. Et c'est là où, justement, c'est un peu le contre-pied de ce que j'évoque au niveau outil numérique. C'est de se dire que les équipes de maintenance ont encore de belles années devant elles. Parce que là, c'est un exemple concret où, si je n'ai pas des personnes qui se mouillent et qui font en sorte que mon outil de production il fonctionne, je suis bien embêté. Parce que j'ai beau avoir des capteurs, des outils ici et là et de l'intelligence artificielle, je ne vais pas pouvoir fonctionner. Je fais juste une petite anecdote concernant les pygmées.
Il faut savoir que c'est une entreprise française donc qui fait travailler des pygmées qui font partie de la population locale, population de la forêt, qui connaissent par cœur les arbres. Et en fait, on les a impliqués dans un projet où ils utilisent un téléphone. Alors, ils savent ni lire ni écrire. Par contre, ils savent évidemment identifier les couleurs. On a fait un projet, une application, on a développé une appli avec des codes couleurs qui leur permet de repérer, afin de dire simplement, par rapport à cette essence de bois, ça correspond à telle couleur. Donc, on a bossé avec eux là-dessus et c'était assez original et je trouvais ça super, super intéressant de les impliquer justement dans ce projet-là, en se disant, eux, les outils numériques à la base, évidemment, c'est pas leur truc, mais à partir du moment où ça peut avoir un intérêt pour eux aussi, c'était plus par curiosité, à vrai dire, pour eux, en tout cas, et ça a été un plus intéressant aussi. Conduite du changement, super important. Donc pour être aussi animateur de formation, évidemment, vous ne pouvez pas imposer des choses de haut ou de haut en bas. Et c'est un peu ce qu'on a tendance à faire, c'est-à-dire que de plus en plus, on se dit, finalement, les outils numériques, ça va tout régler. On va mettre un petit peu d'argent et puis voilà, on va pouvoir tout faire de manière automatique. Et on est vraiment loin de ça. Donc, former les gens, sensibiliser les équipes, les former aussi à de nouvelles méthodes de travail, puisque à partir du moment où j'utilise des outils numériques, alors on a parlé de l'IA, l'IA, il faut se former à l'IA. Ça a l'air simple comme ça, mais c'est pas forcément évident pour tout le monde. C'est-à-dire, c'est quoi l'IA, l'IA générative, etc. Donc, il faut se former à ces différents outils-là. Il faut comprendre aussi, à partir du moment où je suis formé, dans mon job quotidien, à quoi ça me servirait, ce fameux IA, ou pas, peut-être d'ailleurs. Donc, c'est pas obligé de s'en servir nécessairement, si ça n'a pas d'utilité. Donc, c'est ce que je veux dire quand je parle d'implication des parties prenantes, c'est, oui, il y a de l'IT, il y a du numérique, donc on va avoir des informaticiens en face de nous, mais il y a aussi évidemment les équipes de maintenance et les équipes liées au développement durable, donc les équipes RSE notamment, et tout ce monde-là doit travailler ensemble. L'objectif étant de se dire, si on met en place des outils numériques, ça peut aussi éventuellement aider à, parce que ce qu'évoquait Julien, c'est ça, tout à l'heure, ça peut évidemment aussi me permettre d'avoir des équipements qui durent plus longtemps, qui consomment moins d'électricité, moins de ressources par exemple, parce qu'ils fonctionnent mieux. Donc on est complètement dans cette notion de développement durable et aussi de qualité de vie au travail. Donc, et pourquoi j'évoque ce sujet-là? Parce que je me dis, peut-être naïvement, je ne sais pas, mais je me dis que peut-être, parce que j'ai souvent en face de moi des dirigeants qui me disent « Ouais, mais les jeunes, ils ne veulent plus mettre les mains dans le cambouis », et justement, vous êtes l'exemple contraire. Donc, ils ne veulent plus mettre les mains dans le cambouis. Peut-être que le fait d'exploiter des outils numériques, ça peut être un moyen pas de réconcilier, mais en tout cas d'attirer dans ce métier-là des jeunes que vous êtes, en se disant, tiens, voilà, l'IA, ouais, l'IA, ça me plaît, c'est un truc qui me plaît bien. Si je peux utiliser l'IA dans mon quotidien au niveau de la maintenance, ça pourrait être un plus. Ça peut m'attirer. Il peut y avoir d'autres sujets de ce type-là. Voilà, donc, encourager aussi tout ce qui est durabilité. Donc, comment je fais, mais là, vous êtes les premiers concernés, comment je fais pour que mes équipements durent le plus longtemps possible. Donc, évidemment, ça passe aussi par la maintenance. Et puis, l'évolution des compétences vers le numérique. Je le répète, mais il faut avoir des formations, il faut avoir des développements de compétences, il faut vouloir se dire qu'est-ce que moi je veux faire plus tard par rapport à l'intégration des outils numériques dans mon quotidien. Donc réfléchir aussi par rapport à ça et faire en sorte de former toutes ces entreprises-là. L'automatisation, ça peut aider aussi, si on parle de qualité de vie au travail, pour diminuer le stress. Et puis aussi, la maintenance, vous le savez, maintenant c'est urgent, c'est toujours urgent. Quand c'est un outil de production, évidemment, il faut que ça tourne tout de suite. Quand c'est un système informatique, si je mets ma casquette numérique IT, évidemment, là aussi, un serveur qui tombe, je ne peux plus envoyer de message, je suis dirigeant d'entreprise, c'est la catastrophe et il faut dépanner tout de suite. Donc, pour la partie numérique, là aussi, évidemment, il faut peut-être s'aider d'outils numériques qui permettent d'anticiper ces pannes, de superviser, d'avoir un certain nombre d'informations. Là aussi, toujours même chose, OK, on a des infos, des données,
mais il faut interpréter ces données et puis les valoriser. Donc se dire, une fois que j'ai ça, qu'est-ce que je fais? J'ai eu l'occasion de travailler aussi sur un projet avec de la réalité augmentée. Même chose, c'est de se dire, alors là aussi, il y a à boire et à manger, il y a des projets qui sont super intéressants, d'autres beaucoup moins. J'avais vu des gens de la SNCF qui travaillaient sur des outils basés sur la réalité augmentée pour des formations. Donc c'était super intéressant et ça permettait effectivement, finalement, de simuler une panne et puis de voir comment la personne va se comporter. Au-delà de ça, l'aider à finalement à dépanner et puis à surtout acquérir les bons gestes. L'objectif, il est vraiment là, c'est d'acquérir les bons gestes et c'est un coût pour eux qui est beaucoup moins important que d'envoyer tout le monde en formation. Donc ils ont fait l'acquisition d'un certain nombre de solutions de ce type-là. Et puis d'avoir aussi, à partir du moment où on a par exemple de la supervision à distance, peut-être de mieux s'organiser aussi au niveau du travail, d'éviter des déplacements. J'avais le cas aussi d'une centrale hydroélectrique EDF où des personnes étaient en charge de la maintenance des équipements et qui étaient d'astreinte. Donc à partir du moment où ils avaient la possibilité de superviser un certain nombre d'équipements, pas tous évidemment, mais de superviser un certain nombre d'équipements, même chose, si je suis d'astreinte, si je ne suis pas obligé, là en plus c'était du côté de Sisteron, donc dans les Alpes, il fallait monter en plus assez régulièrement et ça pouvait prendre du temps. Donc plutôt que d'aller sur place pour rien, si je peux déjà avoir un certain nombre d'éléments d'information, grâce à justement des automatisations et des outils numériques, finalement c'est quand même super intéressant. Là aussi, on l'a évoqué tout à l'heure, maintenance préventive, on peut évidemment réduire la consommation de ressources. D'autres cas de figure, par exemple une entreprise qui travaille avec des raffineries sur la recherche de fuites et qui fait en sorte évidemment, alors un de les détecter et puis deux évidemment de faire en sorte de les réparer rapidement. Donc même chose, à partir du moment où on a moins de fuites, on a évidemment moins de déperdition à ce niveau-là. Et puis la partie diagnostic à distance, géolocalisation. Beaucoup d'entreprises aujourd'hui utilisent ces systèmes de géolocalisation. Alors, ce n'est pas seulement pour dire au client, monsieur client, notre technicien Tartampion, il est à tel endroit, mais c'est aussi pour regrouper, si c'est possible. Là aussi, je prends l'exemple de chauffagiste climaticien. Si j'ai une équipe de 10 tech de maintenance, c'est quand même plus intéressant de regrouper les interventions techniques plutôt qu'il y en ait un qui aille à un endroit et puis l'après-midi, il va à l'autre bout du département, par exemple. Donc là aussi, diminution des trajets, moins de CO2. Donc le lien entre les deux, finalement, c'est la RSE dans le sens qualité de vie au travail et puis aussi développement durable. Il y a aussi un sujet dans ce domaine-là. L'investissement, je voulais vraiment insister beaucoup là-dessus. Donc, conduite du changement des équipes. Moi, je me rends compte avec beaucoup d'entreprises industrielles que j'accompagne, alors ça dépend aussi, mais pas forcément, seulement des générations. Il y a un certain nombre de techniciens qui sont assez réfractaires à l'utilisation d'outils numériques, ça c'est clair. C'est pas forcément une question d'âge, il y a des plus jeunes qui le sont aussi. Et ce qui est intéressant, c'est vraiment quand on parle de conduite du changement, expliquer, faire de la pédagogie, montrer finalement ce que ça peut leur apporter dans leur quotidien et faire en sorte qu'ils se l'approprient. Parce que tous les projets que j'étais amené à approcher de près ou de loin, ou ceux sur lesquels j'ai travaillé, en fait, ceux qui n'ont pas fonctionné, c'est tout simplement parce qu'on n'a pas impliqué les acteurs principaux, finalement, que sont les utilisateurs et que sont les techniciens. Donc là, si j'avais un seul message important à marteler, ce serait vraiment ça, c'est dans le sens conduite du changement, c'est vraiment impliquer les équipes. Je suis allé assez vite, je voulais simplement compléter toutes les choses qui ont déjà été dites ce matin, donc j'ai un peu écrémé mon propos. Je vous remercie de votre attention et à votre dispo, si vous avez des questions. Merci pour ta présentation. Des questions? Ils sont encore en mode je digère. Moi, j'avais une question, j'ai noté, donc je vais me relire. Comment
La culture de la durabilité, on peut l'intégrer dans le quotidien des équipes de maintenance, parce qu'on parle de durabilité, mais c'est un changement, enfin pas un changement, c'est culturel. Oui, ben après, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est de la pédagogie. Donc effectivement, c'est qu'ils comprennent que ça a un sens. Et quand on parle aujourd'hui, justement, beaucoup de chefs d'entreprise que j'ai en face de moi me disent la chose suivante. Moi, j'ai en face de moi des jeunes, ils me parlent toujours de sens. C'est un truc qui ne me parle pas moins forcément parce que c'est pas de ma génération, parce que j'ai pas connu ça, etc. Donc peut-être que cette notion de durabilité, ça peut être un sens parmi d'autres, qui peut être intéressant justement pour des plus jeunes, et de se dire, tiens, faire en sorte qu'on fasse durer un équipement plutôt que de le remplacer beaucoup trop vite, comme ça peut être le cas pour de la consommation grand public, ça peut justement entrer dans cette quête de sens que peuvent avoir un certain nombre de personnes. Mais je pense vraiment que c'est de la pédagogie, oui, complètement. Bon, je pensais qu'ils auraient des questions, mais pas pour l'instant, peut-être plus tard. J'avais une question par rapport aux outils numériques, et en plus, là où tu étais, c'est encore plus flagrant. Quand on a des solutions où tout est basé sur le cloud, souvent je pose la question, quel est le plan B s'il y a une rupture de réseau? Alors, je dis tout de suite, généralement on me répond, mais monsieur, mon cher monsieur, ça n'arrive plus. Ça n'arrive plus, il n'y a pas longtemps ici, il y a un tractopelle qui a arraché la fibre optique qui a alimenté les UT. Mais ça n'arrive pas. Ma question c'est comment on fait quoi? En plus au Congo, vu le réseau. Alors c'est une très bonne question parce qu'au Congo la question s'est posée. C'est-à-dire que ils se sont posé la question, ils ont voulu remplacer leur logiciel de gestion de production. Et ils se sont posé la question, et j'ai travaillé avec eux là-dessus. Est-ce que je prends une solution qui existe dans le cloud, avec les avantages et les inconvénients? Alors ok, c'est externalisé. L'avantage, c'est que la partie technique, c'est mon fournisseur cloud qui s'en occupe, c'est pas moi. Donc ça, c'est intéressant. D'un point de vue financier, c'est aussi X euros par mois par utilisateur. Donc je sais à peu près où je vais à ce niveau-là. Mais en revanche, oui, c'est complètement le cas chez eux, c'est-à-dire le cloud. Il y a assez régulièrement des orages. Et chez eux, quand ça pète vraiment bien. Et ça tombe. Donc effectivement, il n'y a plus de connexion Internet. Donc il y a un plan B qui est le satellite, qui a le fâcheux défaut de coûter un bras. Donc ça coûte très très cher. Donc c'est vraiment utilisé si vraiment on ne peut pas faire autrement. Mais évidemment, ils ne peuvent pas utiliser le satellite pendant X jours ou X semaines, le temps de remettre en route la connexion Internet. Et chez eux, c'est pas je téléphone et il y a un gars de chez Orange qui vient l'après-midi. Donc évidemment, ça va prendre du temps. Donc c'est vrai que cette question-là se pose. Alors pas tant sur le plan... là, c'est vrai que c'est un cas particulier, mais pour travailler avec d'autres entreprises dans d'autres secteurs géographiques en France, même si la connexion Internet en règle générale est bonne, c'est pas toujours le cas. Ça peut être perturbé par, je sais pas... des perturbations à côté de l'entreprise. Ou des chaufferies où il n'y a pas de réseau. Par exemple, ça peut être ça. Donc, ça arrive assez régulièrement. Et la première question que je leur pose, c'est comment ça se passe, la connexion Internet? Est-ce que ça fonctionne bien? Et si ce n'est pas le cas, il faut prendre des solutions locales. Aujourd'hui, il y a encore beaucoup de logiciels qu'on peut installer sur son ordinateur ou qu'on peut installer sur un serveur et le distribuer sur d'autres PC. Donc, évidemment, selon le contexte, on va plutôt privilégier une solution purement local, et à ce moment-là, on n'a pas besoin d'un plan B. Ou alors, on va prendre du cloud, si on est tranquille, on sait que tout fonctionne bien. Et bon, ok, il y a un risque qu'un jour ou l'autre, il n'y ait plus de connexion Internet, mais en règle générale, aujourd'hui, ça peut... faut juste y avoir pensé au cas où, parce que les solutions existent. Je dois aller dans un endroit, je sais qu'il n'y a pas de réseau, je télécharge les schémas avant, et je fais mon compte-rendu, et quand tu auras du réseau, ça partira. Puis exactement. C'est réglé. Mais il faut y avoir pensé, et pas se retrouver... C'est vrai. Il y a 10 ans, j'avais participé à l'école d'ingénieurs de l'Essier, à toutes les nouvelles technologies autour de la réalité augmentée dans des activités de maintenance. Et j'avais pensé, honnêtement, il y a 10 ans, je parle, que ça allait être vraiment quelque chose de très intéressant pour la maintenance dans le futur, puisqu'on avait à la fois la possibilité avec ces lunettes de voir des problématiques et de consulter, je dirais presque en temps réel, tout ce qui pouvait nous permettre de diagnostiquer rapidement, voire à distance, et aussi bien sûr de corréler les pannes simulées dans ce cas-là avec l'historique, etc. Et j'ai l'impression
peut-être je me trompe, mais vous allez me le dire, que c'est pas tant utilisé que ça et développé, et je me demande pourquoi. Alors, de ma fenêtre à moi, ce que je peux voir, je vous disais, moi je l'ai vu par exemple avec la SNCF, avec d'autres entreprises aussi, ce que je me dis, c'est que c'est mal vendu. J'ai l'impression que c'est vendu par des technophiles. C'est quand même étonnant que ce soit mal vendu, vu que ça coûte quand même... Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est vendu par des technophiles, par des gens qui vont vous vendre du côté high-tech, etc. Mais c'est pas pris par le bon bout de la lorgnette. C'est-à-dire que l'idée, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, des outils numériques, que ce soit un jumeau numérique ou que ce soit ce type d'outil, il faut partir de la base. C'est-à-dire à quoi ça va me servir. Et est-ce que je peux pas faire autrement et qu'est-ce que ça m'apporte. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un côté un peu high-tech où on voit... des équipements où pour avoir testé la 3D, c'est pareil. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de tester la 3D, mais très bien. Et par exemple, alors aujourd'hui, c'est un peu moins le cas. Moi, je l'ai testé il y a quelques années. Je restais 30 secondes, 1 minute. Après, c'était bon. Ça me fatiguait et il fallait l'enlever, quoi. Tu as dit le mot-clé, tester. Ouais, c'est ça. Sauf que ces solutions-là, effectivement, quand on les teste, c'est top. Mais portez-la pendant une journée. Portez ça pendant une journée. Je suis d'accord. Vous allez voir que c'est pas très ergonomique. Hein. Que vous avez utilisées dans l'industrie chimique. Ouais. Les tablettes que vous avez utilisées là, c'est des tablettes avec des applications de type réalité augmentée ou c'est des tablettes qui donnent quoi? Non, c'est juste une traçabilité d'activité, c'est quoi? C'est une traçabilité d'activité, c'est tout ce qui est doc technique, mécanique, électrique, etc. Ça donne aussi des informations sur, par exemple, la température maximale. Oui, dans des armoires, voilà, ou sur des paliers ou des choses comme ça. Ça permettait de numériser finalement tout ce qu'ils faisaient avant sur papier, et voire même c'était pas du papier, c'était des post-it, c'est-à-dire que les gars ils écrivaient sur un post-it, ils mettaient ça dans une manette, et derrière il y avait quelqu'un qui essayait de déchiffrer, et une fois sur deux avait du mal, donc il fallait appeler le gars, sauf qu'entre-temps il était rentré, donc voilà. Mais c'était c'est des tablettes à texte, donc c'était la particularité. Moi j'avais vu donc l'utilisation de ces lunettes là, de réalité augmentée dans le cas d'un diagnostic de panne sur des systèmes automatisés complexes, qui permettait de localiser via bien sûr la détection de l'alarme qui disait quel type, mais qui donnait une information ciblée sur les endroits probables de la panne et qui vous aiguillait sur l'endroit, très rapidement, sur l'endroit où il fallait intervenir pour régler. Et c'était quand même, je vous parle de ça il y a 10 ans à peu près, c'était quand même très intéressant et je me dis, on ne le voit pas, ou très peu. Et même chez nous, dans la pharma, pourtant on a quand même quelques moyens, mais c'est pas très utilisé encore aujourd'hui. Il y a vraiment un pan de toute cette activité-là en termes de maintenance qui n'est pas développé pour l'instant. J'ai l'impression. Vous avez raison. Non, mais vous avez raison, et je pense que encore une fois, c'est ce que tu disais, Karim. Faut le tester, faut impliquer les personnes, les utilisateurs dans le projet. Voilà, il faut associer les utilisateurs. Ouais. C'est comme quand on parle des exosquelettes. C'est formidable l'idée. Mais un exosquelette, moi ça me rappelle quand on va au ski avec le plateau à midi. C'est-à-dire que marcher comme ça une journée entière, c'est pas évident. C'est pas évident. Pourtant des solutions existent. Maintenant, on a fait beaucoup de progrès dans les exosquelettes. C'est plus ces espèces de machines Robocop, mais il y a des solutions pour soulager le dos où on a un exosquelette qui vous gêne absolument pas et il suffit de se pencher pour que ça se bloque. Vous êtes assis. Donc, oui, ça se développe. À la SNCF, ils avaient un système de réalité augmentée pour faire les vérifications de là où ils sont passés. Mais ça a été abandonné. Parce que, voilà, les utilisateurs n'adhèrent pas. D'autres questions? Oui. Ouais, pour la réalité augmentée, j'ai quelques éléments pour avoir été confronté souvent à des gens qui voulaient de la réalité augmentée. En fait, il y a plusieurs problématiques. La première, c'est que l'équipement que vous avez sur le nez, c'est pas un EPI. Il y en a très peu qui sont homologables. Donc déjà, c'est déjà un gros argument contre. Deuxièmement, ce qu'a dit Karim, c'est parfois même dangereux de le porter. Troisièmement, il y a un problème d'autonomie, donc en termes de batterie. Quatrièmement, vous êtes connecté. Donc il faut avoir de la connexion, puisque vous ne pouvez pas avoir le calcul, l'affichage de l'environnement virtuel. Alors c'est réalité augmentée ou réalité virtuelle, mais dans tous les cas, il faut un moment de la localisation. Il faut la localisation aussi, 5e point.
Et le dernier point, il faut transposer les informations que vous avez en papier, Excel et autres pour donner à manger à la machine. Donc c'est des projets qui coûtent une fortune en fait. Donc pour de la formation, c'est super et on voit beaucoup d'applications dans la formation. Ouais. Pour de l'utilisation au quotidien, nous on n'en voit pas, et les tablettes, je suis heureux de voir une application là, mais on en voit très peu parce qu'il y en a très peu, et pourtant la première chose qu'on vous dit, c'est: est-ce que vous avez une application tablette quand vous vendez un logiciel, alors que personne l'utilise. Est-ce que vous faites de la 3D? Évidemment, mais personne l'utilise. Ouais. Voilà. Oui, je veux juste rajouter un 6e point, c'est que quand on est connecté, il y a aussi un risque de fuite de données. Donc il y a un aspect sécurité de données qu'il faut aussi prendre en compte, et ça coûte aussi de l'argent. Oui, je crois que là, maintenant, aujourd'hui, l'aspect cybersécurité est bien intégré. Et les services informatiques ne laissent pas passer. Parfois, c'est un petit peu trop contraignant, mais ils ont raison. Ouais, j'avais vu deux utilisations de ces maintenances par réalité augmentée. En réalité, il y avait aussi la deuxième approche qui me paraissait vachement intéressante, c'est que c'était quelqu'un, l'expert, dans un bureau, qui utilisait ça et qui guidait le gars sur le terrain. Et là, tous les freins dont on vient de parler tombent. Et malheureusement, encore une fois, je ne sais pas qui l'a vu mis en œuvre dans l'industrie aujourd'hui. Et pourtant, je peux vous dire que, à l'Essier, ils avaient développé ça. Et ils m'avaient bluffé parce que le gars, il était au bout de l'école et il guidait le gars de maintenance. Et très vite, il avait trouvé, etc. Bon, voilà, ça, c'est de l'autre utilisation qui font tomber un peu tout. Alors ça existe, c'est Coreus, hein. Il y avait un webinaire il n'y a pas très longtemps. Donc ça, c'est une solution qui existe, qui permet d'avoir un expert à distance. Et là où ça devient intéressant, c'est évidemment quand il y a du réseau, bien sûr. C'est quand on envoie un technicien en Afrique, par exemple, d'avoir l'expert dans la maison et puis qui dit non, regarde un petit peu à droite. Alors, il n'y a rien de nouveau, hein. C'est... La caméra pour donner l'information. Oui, alors la caméra, elle est sur une espèce de monture de lunettes, mais finalement, c'est pas autre chose que ce qu'on faisait avec les téléphones, hein, sauf que là, c'est prévu pour. Donc, il a accès, on peut pousser des informations sur les lunettes ou sur la tablette, et puis la caméra, en fait, elle est juste sur les montures, et voilà. Très bien, s'il n'y a pas d'autres questions, merci beaucoup, Eric.